Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, c'est la première émission de l'été. Alors je me suis intéressé personnellement au dedans et au dehors, au confinement et au déconfinement. Ce sera ma petite revue de presse. Nous entendrons Catherine Emery pour Autour des livres. Elle nous parlera de ces nombreux romanciers qui ont écrit sous pseudonyme et elle évoquera les romans noirs. Enfin, nous aurons une petite revue intitulée Paroles de confinés et nous donnerons la parole à des adhérents qui ont bien voulu partager leurs textes et leurs témoignages avec nous. Je voudrais revenir aujourd'hui sur cette notion de confinement, déconfinement, d'intérieur, d'extérieur, de chez soi, dans les murs, hors des murs. Et effectivement, il y a plusieurs articles qui permettent d'y réfléchir. Alors j'avais été frappé par une grande page d'une écrivaine, Brigitte Giraud. Elle a écrit notamment son dernier roman qui s'intitulait Jours de courage en 2019. Auparavant, elle avait publié J'apprends en 2005, La chambre des parents en 97 et elle a grandi dans la banlieue lyonnaise. Alors c'est assez intéressant parce qu'elle a tout de suite vu les problèmes dus au confinement. Et elle pose une question, qu'est-ce que ce home, sweet home, que l'être humain recherche d'un bout à l'autre de l'existence pour être à l'abri, pour être en sécurité? De quoi est-il fait? De qui est-il composé? Restez chez vous est un slogan qui a du sens quand le chez-soi existe. Alors effectivement, elle a constaté auprès de ses élèves, puisqu'elle était enseignante, que être à 6 ou 8 dans un appartement pouvait poser problème, beaucoup plus que si on avait une grande surface et voire un jardin pour se confiner confortablement. Elle a chopé sur une question d'un de ses élèves qui disait « Mais que veut dire le mot nappe ?» Et effectivement, c'était pas le sens du mot qui posait problème, ni même la symbolique, mais simplement, ce qui posait problème, c'était l'idée qu'on partage un repas autour d'une table. Pour ces jeunes qu'elle fréquentait, l'heure du repas n'existait pas. Non, ils ne mangeaient pas ensemble. D'ailleurs, ils n'étaient jamais en même temps à la maison. Les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents. Ils n'avaient pas assez de place. En fait, ils se croisaient et ils ouvraient le réfrigérateur à tour de rôle quand ils avaient faim. Alors bien sûr, le mot d'ordre était le même dans cette famille, c'était bien sûr, je sors, je vais voir les copains, je descends. Et effectivement, elle a des souvenirs personnels de cette période. Alors bien sûr, quand le confinement est apparu le 16 mars, elle a tout de suite pensé à ces corps entravés par le manque de surface habitable, exposés au regard des autres, au spectacle de soi qu'on ne peut pas cacher, aux ados qui suffoquent, aux couples qui peinent, aux frustrations qui deviendront peut-être violences. Alors rien à voir évidemment avec la rubrique de parentologie dans Le Monde. Alors là, c'est dans Le Monde du 18 mai. Et alors lui s'inquiète plutôt de déconfinement, Nicolas Santolaria, parce qu'il dit, moi, finalement, j'étais assez bien, et ma famille aussi, assez bien dans les murs. C'était une période agréable dans le fond, hors du temps, hors du monde. Et voici que maintenant on nous demande de sortir. Alors il dit avant le déconfinement, quand on sortait, c'était une sortie extravéhiculaire pour un cosmonaute de la Station spatiale internationale. Et maintenant on nous demande, alors évidemment, il va citer Mark Manson, par exemple, qui est auteur du syndrome FOGO, c'est-à-dire Fear of Going Out, c'est-à-dire en gros la peur de mettre le nez dehors, qui a été détournée
qui a été un détournement du syndrome FOMO, Fear of Missing Out, soit la peur de rater quelque chose à l'heure des réseaux sociaux, et qui est devenu d'ailleurs pour lui le syndrome FOCO, c'est-à-dire Fear of Cocoon Opening, soit la peur de l'ouverture du cocon. En revanche, m'ont laissé perplexe un article signé par Barbara Cassin et Victor Legendre, la philosophe et son fils anthropologue, qui, contrairement à beaucoup d'autres à propos du retour à l'école, lance un autre slogan, c'est « Ouvrez l'école ». Ouvrons-la sur le dehors, la culture pour tous, c'est le moment. En fait, ça m'a laissé perplexe parce que je comprends tout à fait. Ils disent inutile de parquer les enfants dans des lieux clos, de faire garderie, de faire du flicage. Pourquoi pas, au contraire, ouvrir à tous les enfants les lieux de culture et les espaces de liberté. Aujourd'hui inutiles et vidés de leur sens. Il faudrait leur ouvrir les bibliothèques, les universités, les musées, les théâtres, les salles de cinéma, les parcs, les jardins, les complexes sportifs, les plages, avec évidemment les personnels et les professionnels qui sont aujourd'hui au chômage partiel. Tous ceux qui savent et peuvent travailler avec les enfants. Alors effectivement, c'est une idée qui me paraît géniale. La seule question que je me pose, c'est comment faire ? Bonjour. Alors, je me suis fait avoir. C'est la deuxième fois de ma carrière de lectrice et je ne regrette rien, c'était bien, mais je me suis fait avoir. Il y a eu d'autres exemples, Émile Ajar ou éventuellement Elsa Ferrante qui ne se montre pas et peut-être quelqu'un d'autre. Je me suis fait avoir les deux fois par des auteurs de romans noirs et peut-être encore plus par leur maison d'édition. Pour tout le monde, lire, c'est voyager immobile. Pour le lecteur de romans noirs, c'est aussi connaître une société dans ses aspects les plus cachés, les plus politiques. La première fois, c'était il y a longtemps, et je recommande ces deux livres. C'était avec Jaune Camion et avec Rouge Karma, aux éditions de l'Aube, en 2006. Ces romans m'emmenaient dans la Chine contemporaine. Ils étaient signés Mi Jiangsu. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que le vrai nom de l'auteur était Michel Imbert. Peut-être a-t-il vécu à Pékin, peut-être pas. En tout cas, maintenant il vit en France, continue à éditer sous pseudo chinois, toujours aux éditions de l'Aube, en 2019, La diplomatie du panda, mais aussi sur la Chine, sous son vrai nom, Oruerg, en 2010, Les disparus du Laogai. Cette semaine, il m'est arrivé la même chose avec les éditions de La Fosse aux ours, qui ont récemment publié La neige sous la neige d'Arnaud Sarre. J'aime cette maison lyonnaise pour son travail avec Antoine Choplin. Aucune indication sur l'auteur sur la 4e de couve. Aucune indication sur la langue d'origine. Juste traduction de Patrick Ligeti. C'est seulement en cherchant la date de parution originelle que je m'aperçois que le livre a été publié chez un éditeur milanais, Mondadori. J'ai donc acheté un roman noir estonien qui se passe à Tallinn avec l'inspecteur Kurisma, et ce n'est qu'ensuite que j'ai appris qu'Arnaud Sarre était le pseudo d'Alessandro Perissinotto, un auteur turinois. Pas de problème, le livre fonctionne, il y a de l'humour, l'ambiance y est. Mais je crois que j'aurais aimé savoir avant qu'un Italien me parlait de l'Estonie. Au revoir.
volte sono l'unica che non si dimentica, e il resto lo cancellerai, e in fondo è proprio quel che vuoi, ma il cuore non si sbaglia mai, lui non si dimentica, non servono parole per continuare a dire che questo è un amore che non si dimentica. Sbagliare non significa fare una scelta stupida, se a volte è solo l'unica che non si dimentica. L'unica che non si dimentica, a volte solo l'unica. Christine Labourdette, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne, lectrice, vous êtes ancienne professeure d'art dramatique au Conservatoire du Havre et vous avez écrit un texte pendant le confinement. Je crois qu'avec nos auditeurs, nous aimerions que vous le partagiez avec nous. Avec grand plaisir. Nous sommes le mercredi 8 avril 2020, au milieu de la 4e semaine de confinement. Moi, je traduis de réclusion, reclus chez soi, seul, à deux, en famille. Comment faire pour vivre ainsi, nous qui avions la liberté de sortir quand bon nous semble? Début de la 5e semaine de confinement. Alors que le confinement avait été annoncé de 15 jours en 15 jours, voici qu'il est prolongé d'1 mois, jusqu'au 11 mai 2020. Jamais je n'ai eu autant de temps. Sauf dans l'enfance, où parfois les journées sont longues, désœuvrées, interminables. Et à la retraite, où l'impression de vertige était la même. Que faire de ce temps qui m'échoit? L'organiser et le combler afin de retrouver un rythme de travail, ou bien accepter cette vacance, au risque d'être aspiré par un sentiment de vide abyssal? Cette attestation qu'il nous faut remplir et avoir sur soi à chaque sortie manifeste de façon concrète cette privation de liberté. Et c'est pour le bien de tous, pour éviter au maximum la propagation de l'épidémie. Même si je comprends ce dont il s'agit, j'ai toujours autant de difficultés à m'adapter. Et tout mon être est tendu lorsque je sors. J'en perds le souffle. Pour moi, le choix s'est imposé, je travaillerai à ma retraite, ce sera une deuxième vie, celle d'une comédienne qui retrouve sa liberté. Aujourd'hui, le vertige du vide me guette à nouveau. Que faire de tout ce temps? Comment l'habiter en situation de confinement qui se prolonge pour 1 mois encore? Le temps d'avril est magnifique, un vrai printemps en Normandie. Ce n'est pas toujours le cas ici, où le temps peut être pluvieux, voire froid. La nature explose, les oiseaux sont déchaînés. Jour après jour, on peut observer la pousse très rapide des feuilles de marronnier. Nous devenons contemplatifs et observateurs de ce qui bouge autour de nous, en dehors de nous. C'est tellement nouveau tout cela, nous n'y étions pas préparés du tout. Les contacts téléphoniques s'espacent un peu. Je me familiarise avec les outils modernes de communication. Je manipule le net avec moins d'appréhension. Je me suis inscrite sur Skype et WhatsApp. Ceux qui me téléphonent, à qui je téléphone, sont là, présents, disponibles. Ils décrochent sans attendre. On a le temps de se parler, d'échanger nos sensations, nos inquiétudes, nos espoirs. Je décide de ne plus regarder les informations à la télévision et de ne plus les écouter à la radio.
J'évite ce qui contribue à augmenter mon anxiété. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on sait. Cette communauté bienveillante qui se retisse retrouve ce qu'elle avait en partie perdu. L'attention aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent, et non plus seulement à ce qu'ils font, créent ou produisent. Après le combat contre la peur de cette maladie, contre les malaises que je n'ai pas pu empêcher, contre le poids des mesures prises par le gouvernement, je m'apaise enfin et accepte ce temps de l'attente et du suspens, cette parenthèse dans un monde pressé et inquiet. Je goûte les moments paisibles et le charme d'une vie rendue à l'essentiel, dormir, manger, lire, écrire, marcher 1 heure et c'est tout. Ce temps disponible que nous offre cette maladie et le confinement qu'elle nous impose est un fabuleux cadeau, sans souvenir. Florence Boulard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adhérente à notre association Maison de la Culture du Havre. J'aurais bien aimé savoir, et je crois que nos auditeurs aussi, savoir comment vous avez vécu ce confinement. Notamment évidemment, vous qui êtes comme nous, curieux et gourmands de spectacles par exemple. Qu'en dites-vous ? C'était difficile parce que j'ai l'habitude d'aller à la fois au Volcan, à l'hôtel de l'Hôtel de Ville, enfin je suis adhérente aussi à Résonance, ainsi qu'à l'Opéra de Rouen. Et là, plus rien. Bon, au cinéma aussi bien sûr comme tout le monde, et quelques petits concerts à droite à gauche, entre autres dans les cafés du Havre, qui font des concerts sympas. Mais là, rien du tout. On se retrouvait, la nourriture culturelle, elle n'était pas là. Donc oui, je suis pas une grande fan de télévision. Mais le spectacle vivant qui fait à la fois vibrer et puis qui permet d'échanger, de se retrouver avec d'autres personnes, d'avoir vu le même spectacle et de pouvoir partager ce qu'on a pu ressentir. Là, il n'y avait rien, quoi. Donc, personnellement, j'ai hâte qu'il y ait à nouveau des saisons. Alors, je sais que l'Opéra de Rouen ne va rien faire. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'attends de retourner au spectacle. Et bon, personnellement, je suis quelqu'un pour qui les émotions comptent énormément. Alors, voir un film, lire un bouquin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne nourrit pas de la même manière qu'un spectacle vivant. Donc j'espère qu'on va pouvoir tous y retourner dès que possible. Oui. Et est-ce que le virtuel, pour vous, n'a pas pu un petit peu compenser cette absence de spectacle vivant, justement ? Oui, alors moi, la musique me touche beaucoup, que ce soit toutes sortes de musique. Je sais que, par exemple, autant de l'opéra ou même j'ai réécouté la musique traditionnelle, ça m'a retransporté. J'ai ressorti aussi un vieux CD, j'ai retrouvé un CD de Zezé des années 2000, enfin 99-2000. Oui, c'était franchement beaucoup d'émotions qui revenaient. Mais c'est différent. Mais justement, je crois que j'ai envie de retourner aussi voir d'écouter des groupes dans des petites salles. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Ah oui. Moi, j'étais spectatrice avant de l'Agora au Havre. Et oui, j'ai envie de l'Agora et du Cabaret électrique. J'ai envie aussi de partager à nouveau ce genre d'émotions avec d'autres personnes. Oui, c'est ça. C'est aussi le partage avec le public. Ah oui. Oui, ça manquait beaucoup. Complètement. Oui, ah oui. Oui, puis bon, j'ai mon mari, on a échangé aussi. Mon fils est venu après le confinement. Oui. Mais c'est 3 personnes, c'est pas 250 dans une salle. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les émotions sont peut-être plus réduites dans le fond que quand elles sont partagées à plusieurs, donc augmentées. Oui. En fait, c'est l'égrégore, en fait, quand on est ensemble, on goûte, on partage, on fait vivre et ça ricoche sur les uns les autres. Enfin, je pense qu'il y a un petit peu effet, j'ai envie de dire, ça mousse comme le champagne. Oui, c'est ça. Oui. Et on reçoit ce que les autres ont reçu et nous-mêmes on partage et ça c'est énorme. Voilà. Oui.
Eh bien Florence, merci beaucoup. Alors rendez-vous sans doute à la rentrée pour les premiers spectacles en vrai, oui, j'espère. en chair et en os, J'ai hâte. à partager. Merci. Christine Villemain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes musicienne et vous êtes adhérente aussi à notre association Maison de la Culture du Havre. Dites-nous comment vous avez vécu ce confinement, vous, en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, c'est un peu particulier parce que quand je travaille mon instrument, je peux déranger mes voisins. Vous êtes saxophoniste, hein? Voilà. Oui. Et donc je ne voulais pas déranger mon entourage, comme tout le monde était à la maison. Et j'avais des choses techniques à faire que j'ai faites dans une petite pièce réservée où j'ai travaillé ce que j'ai appelé le son merveilleux. C'est-à-dire jouer doucement, avec un son bien rond, en allant chercher les bons appuis, la bonne respiration. Voilà. Oui. Et j'ai travaillé ça. Alors c'est l'orchestre qui manquait, c'est le band. Ah oui, mais j'ai eu la chance d'avoir un ami pianiste Oui. qui venait me voir 2 fois par semaine pendant que son fils allait chez un kiné. On pouvait jouer pendant 1 heure des morceaux. Ah oui. On se faisait du bien. Et puis il est arrivé d'ailleurs avec une partition d'un prélude de Chopin, une seule page. C'était mon morceau de confinement. J'ai travaillé ça pendant tout le confinement. Et là, je rêve d'en faire un quatuor pour instrument avant. Oui. Voilà, j'ai travaillé ça parce que... Et vous avez pu rejouer en public depuis le déconfinement? Alors, on a pu rejouer en public des choses autorisées ou des groupes de moins de 10. Pour la fête de la musique, sans doute? La fête de la musique, et puis avec la fanfare Coolcast, on a joué dans les jeudis des commerçants, les terrasses du jeudi. On a joué 2 fois, j'ai vu qu'il y avait une autre programmation aussi tout l'été. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait, c'est tout. Oui, oui. Mais ça, c'était sûrement un grand soulagement. Oui, une grosse bouffée d'oxygène, Voilà. bouffée d'énergie, de partage, de retrouvailles. Le mot énergie est peut-être très important parce que où trouver l'énergie quand on est isolé? Ouais. Non, je l'ai trouvé dans l'habitude, dans la rigueur. Ah d'accord. C'est-à-dire que la journée, je m'arrangeais pour aller marcher. Oui. Et puis le soir, entre 8h et 22h, je me mettais dans ma pièce et là je travaillais mon truc, mais je m'imposais de travailler. Et pendant les 5 premières minutes, c'était compliqué, mais quelquefois je m'arrêtais même à 22h30. Une fois, pour l'anecdote, j'ai reçu un message très, très amusant de mon voisin qui m'a écrit à 22h37. Je pense que Bach peut aller se reposer. J'ai trouvé ça excellent. Oui, effectivement. Eh bien, Christine, merci beaucoup. À bientôt pour des futurs concerts. Merci. Au revoir. Enrico ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je crois que vous avez rédigé un beau slam sur la solidarité pendant la Covid-19. Est-ce que vous pourriez la partager avec nos auditeurs de Viva Culture ? Oui, bien sûr. Ça s'appelle le spectacle de la fraternité. Le spectacle de la fraternité. Ce qu'on voit dans le monde est bien souvent aussi le reflet de notre propre richesse intérieure. Il faut rendre à César ce qui est à César. Dire merci à ceux qui ne font pas les lézards. Et puis, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Car à bien y regarder, cette épreuve du Covid-19 fait émerger de notre humanité des sentiments tout neufs. Autour de nous, des milliers de gestes, d'actes doux, arrivent tout à coup. Et soudain, quel bien fou! Maintenant, enfin, chacun devient plus humain et l'on entend partout « Prenez soin de vous, restez chez vous ». Aujourd'hui, par nécessité, on voit se mobiliser des énergies dans tous les corps de métier dont on avait oublié l'utilité. Voyez, les cuisiniers, les postiers, les boulangers, les épiciers, les agents de propreté, ceux qui continuent d'enseigner. Voyez, ceux qui réparent les ordis, les téléphones, ceux qui viennent un soir vous jouer du saxophone. Voyez le courage de tous ceux qui soulagent la vie des malades dans les hôpitaux, les EHPAD. Voyez tous ces héros qui ont dit un petit mot qu'on n'oubliera jamais parce qu'il nous a aidés.
Voyez, ceux qui apportent de l'eau, un café, un repas chaud, à ceux qui sont démunis, sans amis, sans abri. Voyez, tous ceux qui œuvrent avec génie et réconfortent en une minute, par leur humour, leur gaieté, leur drôlerie tout azimut. Voyez, sont ceux dont le jardin permet de vous reposer enfin dans la douceur et la senteur des plantes et des fleurs. Voyez tous ceux postés aux caisses des magasins qui apportent sans cesse ce dont on a besoin. Voyez tous ceux qui vous adressent messages d'amour et gentillesse avec délicatesse quand tout semble en détresse. Voyez ceux qui chantent et qui nous enchantent par leur humeur de fête qui imprègne toute la planète. Voyez ce grand déferlement, toutes ces idées, ces sentiments qu'on est capable de provoquer quand on est bousculé, renversé. Voyez, soyez réveillés, ouvrez des yeux émerveillés, et peut-être verrez-vous qu'une immense fraternité commence. Merci Enrico. Merci à vous. J'habite un champignon d'acier et de béton, dressé au cœur de la cité. Du haut de mon balcon, j'aperçois l'horizon et je commence à voyager. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Peau de chèvre cousue sur des branches tordues, elle est fragile ma maison. Du Mali au Niger, à travers le désert, elle suit les hommes quand ils s'en vont. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? De Pologne en Espagne, tiré par un cheval, grand-père a traîné sa maison. Devant sa caravane, il disait les tziganes sont les enfants de l'horizon. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Enfant des bidonvilles, du Chili, du Brésil, n'a pas connu d'autre maison qu'un abri de misère, fait de tôle et de pierre, 3 murs en planche, l'autre en chiffon. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans 8 jours. Nos chroniques continuent pendant les vacances. Nos rendez-vous sont précieux. À bientôt de vous retrouver en chair et en os à la rentrée, de toute façon. Et puis, pensez à consulter notre site. Pensez aussi à adhérer pour nous rejoindre. À bientôt. Au revoir.